Bonjour à tous et bonjour Laurence. Laurence Laloué. Bonjour, bonjour Julien. Bon, ça me fait vraiment plaisir, Laurence, qu'on puisse partager cet instant autour de ta spécialité. On va parler aromathérapie, on va parler utilisation des huiles essentielles. Alors, bienvenue à tout le monde. Je suis Julien Allaire, coordinateur pédagogique chez Vitali Formation, école de naturopathie hygiéniste, l'école qui forme les futurs praticiens naturopathes avec cette approche qui est vraiment responsable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de trouver dans la nature des remèdes, les remèdes, on les positionne bien, on les place bien dans les programmes d'hygiène vitale qu'on va préconiser. Et c'est notamment aussi ce qu'on va voir aujourd'hui avec Laurence Laloué, qui est spécialisée en aromathérapie. Alors, Laurence, j'aimerais bien faire une présentation un peu succincte de ton parcours, parce que toi, aujourd'hui, tu me confiais que tu avais vraiment à cœur d'aider en fait chaque individu qui le souhaitait à se reconnecter en fait à son médecin intérieur, à son guérisseur intérieur. Grâce à quoi? Grâce à un outil que tu as découvert puis redécouvert, la sagesse infinie des plantes. Et si je dis découvert et redécouvert, c'est parce que au départ, tu as fait des études de docteur en pharmacie industrielle. C'est là, je crois, que tu as découvert en fait les plantes avec une approche peut-être plus scientifique. Enfin, c'est ça, on parle de phytothérapie scientifique. Quand on agit sur le corps physique, les principes actifs qui servent de remède sur notre corps finalement. Après cette découverte, tu as fait, je crois, un master développement durable et gestion de la biodiversité. Donc là, c'est ce qui t'a permis d'aller encore plus loin dans la compréhension de la phytothérapie au sens large. Mais il est arrivé à un moment donné, en fait, tu as découvert une autre branche de la phytothérapie. Si je dis une autre branche, c'est parce que tu as eu ton orientation en fait qui s'est dirigée vers l'aromathérapie. L'aromathérapie fait partie évidemment de la grande famille de la phytothérapie, de la phytologie, de l'utilisation des plantes sous toutes ses formes. Sauf que là, ton orientation vers l'aromathérapie, c'est-à-dire davantage tournée vers les huiles essentielles, et aussi principalement dans sa dimension vibratoire. Pourquoi? Parce que tu as pu expérimenter en fait le pouvoir subtil des plantes grâce au voyage. Alors, tu vois, je dis grâce au voyage. Ça peut être au voyage et au voyage au pluriel aussi. Voyage initiatique, mais voyage aussi dans des contrées différentes. C'est parti en Guyane, je crois, d'abord. C'est là que tu as découvert en fait le pouvoir subtil des plantes, c'est-à-dire ce que les plantes peuvent apporter dans une dimension qui est autre que simplement le physique, les principes actifs qui agissent sur les organes, sur les systèmes. Et ensuite, tu es parti, c'est plus que parti, parce que tu es allé au Brésil. Et en fait, au Brésil, tu as vécu carrément 15 ans, je crois, là-bas, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. 15 ans au Brésil. Tu étais dans quel coin au Brésil? J'étais à Goiânia, c'est dans le centre-ouest du Brésil. C'est juste en dessous de Brasilia, vraiment au cœur du Brésil, au cœur du pays, au milieu d'un écosystème qui s'appelle le Cerrado brésilien. C'est la savane, en fait. Trop bien. Voilà. Est-ce que c'est là que tu as vraiment redécouvert du coup les plantes, l'aromathérapie dans l'approche du coup très très holistique, puisque ce n'était plus uniquement l'orientation voilà, tournée sur le corps physique, parce que ton ou tes activités se sont aussi largement diversifiées, parce que tu proposes des méditations olfactives, tu proposes des harmonisations des chakras, donc c'est une aroma qui est très énergétique, et que ce soit en cabinet pour tes consultants ou que ce soit en formation pour tes étudiants, aujourd'hui, tu développes en fait plusieurs branches de l'aromathérapie, tu développes plusieurs… en fait, c'est le même outil, l'huile essentielle, mais qui va être décliné de différentes manières. C'est comme ça, en fait, que tu… Tout à fait. Donc, moi, j'étais formée en aromathérapie, bien sûr, pendant mes études de pharmacie. Mais très rapidement, très succinctement, c'était une aromathérapie qui était très scientifique, comme tu l'as dit.
Et ensuite, au Brésil, j'ai découvert l'aromathérapie vibratoire. Évidemment, l'utilisation des plantes médicinales au Brésil est beaucoup plus, j'ai envie de dire presque mystique, hein, beaucoup plus, il y a beaucoup de croyances qui sont liées à ça, etc. Mais en aromathérapie, j'étais formée par une formatrice qui avait mis en place ce qu'elle appelait l'aromathérapie connective. C'est-à-dire que avant même de découvrir une huile essentielle par sa fiche, sa description des composés chimiques, etc., son action sur les systèmes, sur les organes, on se connectait à la plante à travers les méditations olfactives. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai trouvé extrêmement puissant parce qu'on va s'occuper, bien sûr, on peut utiliser les huiles essentielles de cette façon-là pour agir sur le corps physique, évidemment. Mais c'est beaucoup plus profond que ça parce qu'on va agir sur toutes les couches de l'être, en fait, sur le corps, les corps énergétiques, en fait, le corps émotionnel, le corps mental, les corps spirituels. Et donc, on va vraiment remonter à la racine, si tu veux, de la faille énergétique, à la racine de la blessure, en fait, qui fait que nous, on va s'enfermer toujours dans des schémas de souffrance dans notre vie ou des schémas répétitifs qui font qu'on n'avance pas, qu'on se retrouve toujours dans la même situation. Et les huiles essentielles, elles agissent vraiment subtilement au niveau de notre aura pour harmoniser nos chakras, harmoniser nos corps subtils. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus, c'est une approche holistique, en fait, de l'être, hein, et du vivant, en fait. Voilà. Carrément. Et pour ceux, par exemple, qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas ce que c'est les chakras, ces harmonisations, qui peuvent trouver que c'est un peu étrange, en fait, si on essaye de vulgariser ou de ramener à des choses qui sont peut-être plus faciles à intégrer, je prends par exemple un extrait d'huile essentielle que j'aime bien, il y a une charge vibratoire qui est propre, puisque tout vibre, tout est vibration. L'olfaction, enfin les odeurs, c'est vibration. Si par exemple, je l'utilise, que je le sens, l'odeur que je vais recevoir, c'est finalement une information que la plante m'envoie. Et si c'est cette information que la plante m'envoie, ça veut dire qu'elle va avoir une action. Et quand on sent des odeurs qu'on aime bien, bah, ça nous crée des émotions, ça nous fait, on peut sentir une odeur, avoir des frissons, on peut sentir… Ce qui veut dire que finalement, la plante n'agit pas que parce qu'on va la consommer, parce qu'on va en faire une tisane, parce qu'on va en faire une huile essentielle qu'on va prendre en interne ou qu'on va appliquer sur la peau. Rien que l'odeur de la plante, rien que la vibration de la plante donne déjà des informations à notre corps, des informations subtiles. Et c'est là justement que toi, tu as aussi des outils. C'est-à-dire que à la fois, tu as cette maîtrise de l'aromathérapie scientifique, les principes actifs qui agissent sur le corps. Là, par exemple, dans cette vidéo, dans le partage du jour, on verra d'ailleurs aussi des plantes qui peuvent être intéressantes, des huiles essentielles intéressantes pour nous accompagner pendant l'hiver. Donc ça pourrait être intéressant pour le côté aromathérapie scientifique, mais on va voir aussi d'autres plantes qui peuvent nous aider, nous soutenir dans des transitions émotionnelles, dans des dimensions voilà, beaucoup plus subtiles. Comment est-ce que tu fais justement, toi, pour jauger le besoin par rapport aux plantes, si c'est davantage un besoin qui est porté sur le physique, le physiologique, ou davantage sur le subtil? Est-ce qu'on a besoin de se poser ces questions-là? Non, on n'a pas forcément besoin de se poser ces questions-là parce que c'est une approche, ça, qui est très cartésienne quand même. Quand on travaille une aromathérapie vibratoire, on a une approche vraiment holistique, c'est-à-dire que le physique n'est pas détaché du subtil. Si tu veux, quand on considère que, bon, ça, ce sont des théories qui viennent aussi de l'Ayurveda, de la médecine chinoise, etc. Mais les choses se passent d'abord au niveau subtil et si le déséquilibre au niveau subtil n'est pas réglé, ça peut être un déséquilibre au niveau, par exemple, la médecine chinoise d'un organe, donc un organe énergétique. S'il n'est pas harmonisé, il va se traduire au niveau physique. Donc, quand le déséquilibre arrive au niveau physique, c'est qu'il y a déjà un déséquilibre au niveau énergétique qui est plus ancien. Tu vois. Donc, on ne va jamais détacher un besoin au niveau physique d'un besoin au niveau énergétique. D'ailleurs, les propriétés des huiles essentielles au niveau physique, énergétique sont très liées. Si tu prends, par exemple, là, si tu veux, j'ai l'essence de citron. C'est une essence que j'adore, que j'utilise beaucoup, que je diffuse souvent, que j'aime sentir. Donc, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre. Le citron, au niveau physique, lui, il va fluidifier.
Il clarifie, il fluidifie le sang, il fluidifie les calculs biliaires, etc. Donc, c'est un fluidifiant. Au niveau énergétique, il fait exactement la même chose. Il fluidifie les pensées, par exemple. Ouais. Donc, si tu as besoin de clarté mentale, si tu as beaucoup d'informations qui t'arrivent, tu as besoin de faire une synthèse, par exemple, tu peux diffuser, tu peux sentir l'huile essentielle de citron, l'essence de citron. Parce qu'elle va fluidifier tes pensées, elle va te focaliser sur l'essentiel. Donc, c'est ça qui est magique, c'est que les propriétés physiques ne sont pas détachées des propriétés énergétiques, c'est tout est lié en fait, tu vois. En fait, l'action thérapeutique, elle est au sens propre comme au sens figuré, on peut dire. Oui, voilà, si tu veux, c'est un peu comme ça. Et souvent, on oublie que les huiles essentielles, c'est avant tout des arômes. Donc, des arômes, ils sont faits pour être sentis d'abord. Donc, l'olfaction, c'est vraiment, pour moi, c'est la voie royale d'utilisation des huiles essentielles. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que quand tu vas respirer une huile essentielle ou une fleur ou voilà, un parfum de la nature, les molécules aromatiques, à travers le bulbe olfactif, vont arriver dans ton cerveau à une partie bien distincte du cerveau qui s'appelle le système limbique, qui est, on dit qu'il est responsable des émotions et de la mémoire. Donc, on sait que toutes nos mémoires sont liées à des émotions particulières. Et donc, à travers le canal de l'olfaction, tu vas pouvoir venir harmoniser des émotions, harmoniser un état émotionnel qui pourrait peut-être te bloquer dans ta vie, par exemple, simplement en respirant des huiles essentielles. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois agréable, qui fait plaisir. Hein. L'aromathérapie, c'est aussi une discipline qui est basée sur le plaisir et qui, en plus, va agir au niveau profond, au niveau subtil. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait sans passer par le biais de la conscience. Parce qu'on n'est pas au niveau du néocortex, au niveau de l'action des huiles essentielles. On est au niveau du système limbique, qui est un cerveau qui est un peu plus primitif. Donc, ça ne passe pas par la conscience. Donc, si tu mets, si tu veux, sur ton oreiller pour dormir une goutte de lavandin, une goutte de, je ne sais pas, de basilic ou de néroli, par exemple, ça va agir subtilement dans la nuit pendant que tu es en train de dormir. Déjà, ça va t'aider à respirer, ça va calmer tes pensées, ton mental, et ça va agir au niveau de ton inconscient. Et c'est ça qui est génial. Et tu vas commencer à rêver, tu vas commencer à évacuer le matin, tu vas te réveiller, tu seras beaucoup plus léger, de bonne humeur, et tu auras évacué pendant la nuit, en fait. Ça travaille au niveau profond, au niveau subtil, sans passer par le biais de la conscience. Est-ce que ça veut dire que à partir du moment où on utilise l'aromathérapie uniquement en olfaction, donc à partir du moment où on ne les consomme pas en interne, à partir du moment où on ne l'applique pas sur la peau, est-ce que ça veut dire que finalement, on peut se laisser porter par l'odeur qui nous attire, même si on ne connaît pas les propriétés de la plante en question? Par exemple, j'aime l'odeur, telle odeur, eh bien, je la sens, j'aime l'odeur de la lavande, je vais sentir la lavande, et puis peu importe à quoi ça sert la lavande, ça va quand même me créer des connexions, me faire du bien. Tout à fait, tout à fait. Donc l'aromathérapie, l'olfactothérapie plutôt, c'est vraiment une discipline qui est basée sur l'intuition. Donc il faut vraiment faire confiance en son corps. C'est aussi une discipline qui nous apprend à nous reconnecter à notre corps, à ses ressentis, à ses besoins. Donc il y a vraiment cette reconnexion du corps et de l'esprit et des émotions aussi, bien sûr. Et il faut vraiment se laisser guider par son intuition. Donc, si le matin on se lève, on a envie de sentir de l'orange douce, ben, on a probablement besoin de travailler la joie de vivre, le côté ludique de la vie, etc. Donc, il faut vraiment se laisser porter par son intuition. Mais ça ne marcherait pas si on voulait consommer en interne. Par exemple, si on a l'intuition d'avoir envie d'avaler de l'huile essentielle de cannelle parce qu'on adore la cannelle, là, en revanche, on ne le fait pas. Alors, ça, c'est un peu dangereux. Par voie interne, vraiment, il faut le faire sous la direction de quelqu'un qui s'y connaît vraiment en aromathérapie parce qu'il y a beaucoup de contre-indications. Il faut vraiment prendre les huiles essentielles dans des gélules avec de l'huile végétale. Ne vous amusez pas à prendre les huiles essentielles en interne sur une mie de pain ou un morceau de sucre parce que ça ne dilue Comme pas. c'est souvent proposé en plus. Hein. Voilà, même dans des livres d'aromathérapie, mais il n'y a que les corps gras qui vont diluer le pouvoir dermocaustique des huiles essentielles qui sont irritantes, comme la cannelle, l'origan, le clou de girofle, par exemple. Donc, ne vous amusez pas à prendre des huiles essentielles par voie interne. Après, le matin, si tu as envie de prendre une goutte de thym à linalol parce que tu sens que ça va te faire du bien, mais tu peux la prendre dans une cuillère à café d'huile végétale. Aucun problème. Mais ça, en fait, on est obligé de passer par le mental parce qu'on est obligé de comprendre
quelle est cette plante, comment elle agit, pourquoi on prend un thym linalol et qu'on ne prend pas un thym, un autre Voilà, tout à fait. qui serait toxique si on le prenait en interne. Donc là, ça demande quand même une éducation. Donc nous, ce qu'on est en train de partager, enfin toi surtout, puisque c'est toi la spécialiste, on parle là d'olfaction d'huile essentielle. C'est-à-dire que si on a une odeur qui nous attire, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de qu'on soit une femme enceinte, qu'on ait une énergie vitale disponible ou indisponible, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, un adulte. Si c'est que de l'olfaction, c'est OK pour sentir toutes les huiles essentielles finalement. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est vrai que l'olfactothérapie, l'aromathérapie énergétique, on utilise de très faibles concentrations d'huile essentielle, par exemple, et par l'olfaction, c'est beaucoup plus sécuritaire que par voie orale, bien sûr. Mais il Oui. y a quand même des règles à respecter, même en diffusion. Des fois, on a l'impression que la diffusion, c'est quelque chose d'assez anodin, mais il y a des huiles essentielles qui ne se diffusent pas, par exemple, comme les huiles essentielles acétones, parce que les acétones sont des molécules qui sont neurotoxiques. Ça peut Donc, non? voilà, si on est asthmatique, on ne va pas s'amuser à respirer toute la journée de la menthe poivrée, par exemple. Oui. Donc, une femme enceinte ne va pas respirer de la cannelle, parce que la cannelle, c'est une huile de mouvement. Donc, on ne va pas non plus s'amuser à respirer de la cannelle. Donc, il y Même a si quand même des… Il y a quand comme même ça, des… Comment? même si c'est une olfaction directe sans passer par un diffuseur. Même si c'est une olfaction directe. Ça Oui. arrive, il faut penser que quand tu vas ouvrir ton flacon, que tu commences à le respirer, ça arrive très rapidement au cerveau. Donc, au niveau du système limbique, et il y a aussi, ça agit au niveau sur l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, voilà, c'est quand même le centre de contrôle du système endocrinien. Ça agit sur énormément de mécanismes. Ouais. Donc, il y a des études qui ont démontré que l'olfaction, la simple olfaction de l'huile essentielle de géranium rosa suffit à augmenter le taux d'œstrogène dans la salive des femmes. Donc, tu peux déclencher des règles simplement en sentant du géranium ou même de l'achillée millefeuille. Avec l'achillée, ça marche aussi. Ouais. Donc, c'est extrêmement puissant. Et qu'est-ce que ça fait si c'est un homme qui fait ça? Moi, par exemple, je l'adore, l'huile essentielle de Le géranium. géranium, ah Ça oui, fait j'adore partie aussi. de mes préférés. L'odeur, je la trouve tellement extra que même parfois, il m'arrive de me parfumer au géranium. C'est-à-dire, je prends une Ah, petite c'est goutte de génial, hein. géranium et je m'en mets comme ça derrière les oreilles, un peu précieux. Et puis, je dis, ça y est, je vais t'en sortir. Oh, tu sens bon? Oui, je sais, je mets du géranium. Oui, ça, c'est l'effet géranium. Quand tu mets du géranium, tout le monde dit, oh, tu sens bon. Alors, je ne sais pas, effectivement, je ne sais pas du tout si chez toi, ça va augmenter le taux d'œstrogène, ça, j'en sais rien. Mais le géranium, il a quand même beaucoup d'effets au niveau énergétique, au niveau subtil. C'est sûr que le géranium, il représente quand même l'archétype du féminin sacré. Donc, moi, j'utilise en thérapie, à chaque fois que je veux travailler cet archétype-là, que je vois qu'il y a une blessure du féminin, c'est vraiment l'huile vers laquelle je vais me tourner. Mais après, il a d'autres propriétés. C'est aussi une huile de protection, par exemple, le géranium rosa. Donc, il va renforcer ton aura, renforcer ton corps énergétique pour que tu sois mieux protégé contre les attaques énergétiques. Donc, il OK. travaille aussi au niveau du plexus solaire, par exemple. Donc, la confiance en soi, l'estime de soi, une image positive de soi. C'est vrai que quand on met du géranium, ben, on est de bonne humeur, on se sent vraiment un petit peu comment dire, vraiment, on a une grande confiance en nous, quoi. Voilà. OK, dans les exemples que tu as cités, bah, du coup, j'aimerais bien faire un parallèle par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que bah, une huile essentielle agit dans la dimension physique et dans la dimension subtile, comme ça fluidifie le sang et ça fluidifie les idées pour le citron. Là, par exemple, si on peut dire que c'est œstrogène-like, du coup, le géranium? Non, Alors, œstrogène-like, mais ça permet de sécréter davantage d'œstrogène. on dit qu'il est régulateur du cycle hormonal féminin. Il n'a OK. pas vraiment cette appellation oestrogène-like, mais il est régulateur du cycle hormonal. Voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue de l'aromathérapie scientifique, il agit sur les œstrogènes qui sont des hormones qui ont une plus grande quantité de femmes que les hommes. Et en fait, d'un point de vue subtil, il agit sur le féminin sacré dans la dimension Tout à subtile. fait. Pourquoi? Parce qu'il agit sur le féminin scientifique. Donc, c'est ça ce parallèle que tu dis qu'on peut faire le plus souvent avec les huiles essentielles, avec l'approche scientifique et l'approche subtile. Exactement, c'est exactement ça. On ne peut pas détacher les propriétés physiques de l'huile essentielle de ses propriétés énergétiques. Ça va toujours dans le même sens. Voilà. Si tu prends par exemple une huile essentielle comme l'eucalyptus citronné,
voilà, qui est assez utilisé. Parfois, on la met dans des synergies contre les moustiques. Hein, tous ces huiles à aldéhyde qui sont vraiment comme la citronnelle, etc. Donc, l'eucalyptus citronné, il va être répulsif des moustiques. Eh bien, au niveau énergétique, il est répulsif des énergies négatives. C'est une super huile de protection aussi. D'accord, je ne savais pas. Moi, je le connaissais davantage, il me semble, pour le côté un peu Ah, il anti-inflammatoire, est très anti-inflammatoire aussi. Ouais. sur les tendinites. Mm. Mais je ne suis Non, pas trop fan de cette odeur, moi. Je ne suis pas attiré par l'eucalyptus citronné. Enfin, bien que ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Comme souvent, tous ces ressentis peuvent évoluer. Donc, peut-être que si je le sens tout à aujourd'hui, ça fait. sera des choses différentes. Ouais, bah, ça m'a donné envie maintenant de sentir de l'eucalyptus citronné. Alors, moi, j'en ai toujours en cabinet parce que c'est toujours bien d'en mettre quelques gouttes dans le diffuseur pour, tu vois, pour à la fin de la journée, par exemple, pour nettoyer, purifier l'atmosphère. Ben voilà, il va enlever toutes les énergies stagnantes qui auraient pu rester, surtout quand tu reçois des gens toute la journée. Bon, Ouais. chaque personne qui arrive dans ton cabinet vient, il y a un échange qui se fait avec la parole, etc., un échange d'énergie aussi, et chacun dépose des choses, évidemment, dans l'espace de soins. Donc, c'est bien de l'avoir, cette huile qui est vraiment pas du tout onéreuse et qui est super efficace au niveau de la protection, qu'elle soit physique ou énergétique d'ailleurs. Euh, J'aimerais bien savoir, parce que là, je pense que ça peut être intéressant aussi à la fois de s'adapter un petit peu à la saison, automne, hiver, les bobos de l'hiver, donc les huiles essentielles qu'on peut utiliser d'un point de vue aromathérapie scientifique, mais de mettre le lien avec la dimension subtile. Comment est-ce qu'on peut faire un lien entre une huile essentielle qui va nous permettre de, je sais pas, par exemple, le Ravinsara ou une huile essentielle qu'on utilise souvent quand on veut renforcer un peu l'immunité, faire en sorte que on soit pas trop enrhumé ou pour fluidifier un peu quand on a un rhume. Comment est-ce que ça va agir au niveau subtil? Parce que ça agit même si on n'a pas envie finalement, parce que c'est chaque dimension physique vibre dans sa dimension énergétique. Quel lien on peut faire du coup entre une huile essentielle qu'on utilise en hiver et sa dimension émotionnelle? Eh bien, tout simplement, ton énergie change au fil des saisons. Donc, tes besoins ne seront pas les mêmes au fil des saisons aussi. Et en hiver, on a vraiment, en général, moi, je vois à partir du mois de septembre, octobre, je vois arriver des gens qui ont déjà une petite déprime de l'automne. En hiver, c'est pire. En général, le mois de novembre, c'est un mois qui est assez morose. Hein. Donc là, c'est vraiment le moment de diffuser, par exemple, moi, j'aime beaucoup les essences d'agrumes. On en parlait avant le live, mais j'aime beaucoup ça. Donc, citron, mandarine, orange douce, etc., bergamote. Donc, j'aime beaucoup diffuser ces essences d'agrumes. Tout simplement parce que ce sont des huiles essentielles, enfin des essences de la bonne humeur, hein, qui contiennent des esters, qui sont les molécules de la bonne humeur, donc qui vont vraiment nous mettre de bonne humeur et qui, en plus, il y a des études qui ont été faites par le simple canal de l'olfaction. Respirer donc les essences d'agrumes comme du citron, de l'orange douce, de la bergamote, ça permet de stimuler le système immunitaire. Donc, on n'a pas besoin de les prendre par voie orale. Le simple fait de les respirer, ça va stimuler ta lymphocyte T et tes natural killers. C'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Ça, il y a des études scientifiques qui ont été faites sur ça. Donc, tu peux tout à fait diffuser dans ton cabinet ou chez toi du citron, de l'orange douce, etc. pour la bonne humeur. Et en plus, ça va agir sur ton système immunitaire. Donc, ça va agir dans ce sens-là. Et je pense à une autre huile, enfin, si tu veux, un autre groupe d'huiles essentielles que j'aime beaucoup utiliser en hiver, c'est vraiment les conifères. C'est donc choisir toujours, moi je préfère choisir les huiles essentielles qui sont issues de l'arbre plutôt que des aiguilles. Je trouve qu'elles sont plus complètes, hein, au niveau, à tous les niveaux, au niveau olfactif, au niveau énergétique, etc. Et les conifères qui sont des essences qui sont apparues il y a très très longtemps, hein, sur la Terre, qui nous donnent vraiment cette force, cet ancrage nécessaire. Je pense au cèdre, je pense au pin, au sapin, qui sont des huiles essentielles qui vont agir sur la sphère ORL d'ailleurs, qui ont beaucoup de monoterpènes, qui sont des antiseptiques aériens, donc on pourra utiliser pour se prémunir des maladies ORL qui sont très fréquentes en hiver, qui vont stimuler l'énergie de notre rein, parce que ce sont des huiles essentielles qui ont une affinité pour le rein au niveau énergétique, et qui en plus vont renforcer notre corps énergétique
comme le sapin blanc. C'est une huile essentielle que j'aime beaucoup. Le sapin blanc, c'est tout simplement le sapin pectiné, c'est notre sapin de Noël. Eh bien, quand tu le diffuses chez toi, il va favoriser l'élévation du taux vibratoire de ta maison, par exemple. Donc, ça va favoriser l'élévation du taux vibratoire de ta maison, de ton cabinet. Ça va renforcer ton aura, nettoyer tes corps énergétiques, désinfecter les voies respiratoires aussi, et tu vas tomber moins malade forcément. Parce que quand on est de bonne humeur, le thymus en général se porte bien, et quand ton thymus il est en bonne santé, ben, ton système immunitaire il est à l'épreuve des balles, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, ça te rappelle Noël? C'est ça, en fait, je demande souvent en atelier quelles sont, enfin, d'après toi, quelle est l'odeur de Noël? Ouais, D'après c'est toi. vraiment. Je C'est, dirais que les gens doivent dire soit c'est le sapin, soit, je sais pas, moi j'ai la cannelle et l'orange peut-être qui me viennent. ouais, Oui. tout à fait, tout à fait. Donc, la cannelle qui est réchauffante, qui est vraiment l'huile essentielle de la célébration, de la fête, de la communication. Et l'orange douce, pareil, c'est la joie de vivre. Donc, on a toutes ces huiles essentielles-là qu'on pourra diffuser ensemble. Tout Donc, la digérer. cannelle, attention, hein, il faut vraiment mettre une goutte de cannelle dans le diffuseur parce qu'elle est très, très irritante. Oui, ça pique les yeux. Ouais, même pour les voies respiratoires. Donc, toujours diluer. Moi, souvent, dans la période de Noël, avec mes grands-parents, en fait, on faisait, quand j'étais petit, sur une orange, en fait, on plantait des clous de girofle, Tout mais à fait. à Noël. Je ne sais pas pourquoi à Noël. Je ne sais pas si c'est une tradition provençale ou Alors, je sais pas, des mais c'est vrai odeurs que aussi qui sont synonymes de fête de Noël pour moi. mais tout à fait, mais disons que quand tu fais ça, tu vas favoriser en fait la diffusion des. Donc, dans l'écorce d'orange, tu auras l'essence d'orange et le clou de girofle qui va diffuser son huile essentielle qui est si particulière aussi, qui est une huile réchauffante, très tonique aussi. Mm. Qu'on utilise de manière plus pragmatique quand on a mal aux dents, aux gencives, non? Oui, oui, pour les soins buccaux, exactement. Dans le coup. Exactement, voilà. Donc tout ça, tous ces souvenirs, là, ça crée des mémoires olfactives qui restent en fait dans ton cerveau et qui fait que quand tu diffuses du sapin blanc avec de l'essence de mandarine, ça te rappelle inconsciemment Noël, ça te rappelle les fêtes de famille, ça te rappelle beaucoup de bons souvenirs et ça va vraiment amener un baume au cœur en fait, hein, c'est ça. Est-ce que pendant l'hiver, comme souvent on peut avoir tendance à tousser, à être enrhumé, on peut utiliser des huiles plus spécifiques pour les poumons, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Les huiles qui sont, par exemple, qui contiennent du cinéole, hein, qui est une molécule qui va agir au niveau de la voie respiratoire, qui est expectorante, qui est anticatarale, qui est aussi qui va faciliter la respiration et qui est un très bon anti-infectieux. Donc, toutes ces huiles à cinéole, d'ailleurs, dès qu'il commence à faire un peu froid, moi, je vois dans les pharmacies, sur les étagères des pharmacies, il n'y a plus de niaouli, plus de Ravinsara en général, Ouais, ça part de suite. Donc, c'est les huiles qui sont les plus utilisées. Donc, on utilise souvent le titri, le niaouli, le Ravinsara. C'est super. Cela dit, alors oui, le titre, il a un peu moins de cinéole, mais il en a un petit peu. Mais le Ravinsara niaouli, l'eucalyptus radié, ce sont des huiles à cinéole, ou le romarin à cinéole d'ailleurs. Et on oublie quand même que ce sont des huiles qui viennent de très loin, hein, qui viennent du continent australien, et qu'en France, on a de très bonnes plantes qui fabriquent aussi des molécules anti-infectieuses qui sont très précieuses. Et moi, je pense au thym à linalol, qui est un très bon anti-infectieux, qui est un anti-infectieux doux de première intention. Donc, le linalol, c'est un monoterpénol qui peut être utilisé aussi chez les enfants, par exemple, ou chez les femmes enceintes. Et le thym, il pousse chez nous vraiment à profusion. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi quand on utilise les huiles essentielles, qui est quand même. L'aromathérapie, ce n'est pas vraiment une discipline qui est écologique, hein. Donc, on utilise énormément de ressources botaniques pour produire les flacons d'huile essentielle. Et je oui. pense qu'il faut vraiment les utiliser en conscience, avec une conscience écologique, donc à bon escient. Et si on peut favoriser les essences qui sont locales,
Il faut toujours le faire, je pense. Bon, déjà, on va favoriser les producteurs locaux, ce qui est quand même bien. Et en plus, ne pas oublier que le thym, moi, quand j'en parle en atelier, on me dit souvent, je n'y pensais pas, mais le thym, ça pousse à profusion. Et nos grands-mères, dès qu'elles avaient un petit rhume ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elles faisaient? Une infusion de thym, elles faisaient des inhalations avec les branches de thym. Donc, Ouais. on peut faire la même chose, voilà, on peut faire la même chose avec les huiles essentielles, mais avec les huiles essentielles de thym. On a le romarin aussi, le romarin qui est une super huile pour passer l'hiver, qui va nous donner beaucoup de tonus, de résistance à tous ces bobos de l'hiver. Donc vraiment penser aux huiles locales et quelque chose aussi que je voudrais souligner qui est très très important, c'est la qualité des huiles essentielles qu'on utilise. Surtout si on travaille en vibratoire, en énergétique, il faut vraiment choisir des huiles essentielles de très bonne qualité vibratoire. Donc, c'est sûr que ce sont des huiles essentielles qui sont un peu plus chères que les huiles qu'on trouve en pharmacie. Cependant, l'effet n'est pas tout à fait le même, n'est pas du tout le même. Ouais. Donc, il faut vraiment chercher, moi je conseille toujours de chercher autour de soi, dans sa région, des producteurs d'huiles essentielles. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément un catalogue très étendu d'huiles essentielles, mais il vaut mieux avoir à la maison 4 ou 5 huiles qui sont locales, qui sont de bio, de très bonne qualité. Et avec ces huiles, on peut faire beaucoup de choses en général. Quand on a une bonne lavande, par exemple, vraie, une bonne camomille, tu vois, un bon thym à linalool, etc., on peut déjà faire énormément de choses. Donc, il faut être vraiment attentif à la qualité vibratoire des huiles essentielles et la qualité biochimique aussi. Ça, c'est hyper important. Carrément. Donc, on va voir les producteurs locaux. Pour voir les producteurs locaux, on se renseigne un peu, peut-être sur Internet, dans les magasins bio, pour voir si ils travaillent avec des producteurs locaux. Et ça veut dire qu'on évite un peu tout ce qu'on trouve de la grande distribution. Oui, il vaut mieux. Moins il y a d'intermédiaires pour vendre ton flacon et moins ça va se répercuter sur le prix aussi. Il faut penser à ça quand même, hein. Donc, à partir du mois de mai, en général avril, mai, il commence à y avoir plein de portes ouvertes dans les distilleries locales. Donc là, Ouais. c'est vraiment le moment d'en profiter, vraiment de participer à ces portes ouvertes pour voir comment les gens travaillent avec le terroir, comment ils travaillent avec les plantes qu'ils cultivent et qu'ils vont chercher dans la nature, Ouais. etc. Assister à une distillation, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est, ça, du travail que ça donne pour obtenir un flacon de 10 ml, de la quantité de plantes qu'il faut pour obtenir ça. Donc, assister aux distillations, expérimenter, et échanger aussi avec les producteurs. Et là, on apprend en général énormément de choses. Moi, j'ai participé à une porte ouverte au mois de mai là, dans l'Aude, parce que ma famille vient de là. J'étais enchantée. C'était donc de la marque Bohemia. Et en fait, j'ai appris que le thym géraniol, c'est du thym qui est sauvage. Il n'est pas cultivé du tout. Donc, quand le distillateur va chercher le thym dans la nature, dans la garrigue, il ne peut pas savoir à l'avance quel sera le chémotype. Et oui. Donc, ça peut être du linalool, du carvacrol ou du géraniol. Et au fil des années, en fait, le chémotype peut changer. Donc, il y a des parcelles de thym à linalool qui peuvent se transformer en parcelles de thym à géraniol. Ça, c'est la nature qui décide parce que à ce moment-là, la plante a eu besoin de davantage de géraniol que de linalool, par exemple. Ok, c'est comme le vin finalement. C'est exactement comme le vin. L'aromathérapie, c'est une question de terroir. Tout à fait. Tout à Mais on n'a fait. pas les grands crus pour les huiles essentielles. Ouais, si tu dis ça aux producteurs, ils ne vont pas être très, très contents quand même, hein. Oui, il y a des grands crus pour les huiles. On voit par Si tu veux, exemple, ah, si ça tu vas c'est une acheter huile essentielle une de. hélicryse, si tu vas acheter une hélicryse, ce ne sera pas la même si tu vas l'acheter une hélicryse des Balkans, une hélicryse de Corse. Oui, non, ça je suis Voilà. d'accord. Mais quand je parle de grands crus, c'est peut-être pas le terme qui était adapté, mais par exemple en Corse, que tu prennes l'huile essentielle qui a été fabriquée en 2022 ou celle qui est de la récolte de 2021 ou de la récolte de 2020, est-ce qu'on va dire ah mais celle-là c'est une de 2020, elle était exceptionnelle. C'est ça, c'est en ça que je voulais dire. Non, non, par rapport aux années, il n'y a pas ça, tout simplement parce qu'on met une date de péremption sur les huiles essentielles qui est de 5 ans, qui est un peu arbitraire, mais donc on n'aura pas cette idée de classer les huiles en fonction de l'année. Il y aura pas ça. C'est vraiment la région qui fait ça, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire des huiles essentielles qui sont périmées? Est-ce qu'on peut quand même les utiliser en olfaction, dans des diffuseurs? Alors peut-être pas en interne.
Alors, il faut savoir que la date de péremption de 5 ans, c'est vraiment quelque chose qui est arbitraire. Enfin, c'est pas arbitraire, c'est la législation. Mais si vous avez une huile essentielle de cèdre à place bois et qu'elle a 7 ans d'âge, mais ne la jetez pas, utilisez-la, continuez à l'utiliser parce qu'elle va être encore bonne. Comment est-ce que tu crois que les momies des Égyptiens sont arrivées intactes jusqu'à nos jours? Donc, il y avait tout un processus de momification, bien sûr, mais les corps étaient imprégnés de bandelettes, étaient entourés de bandelettes qui étaient imprégnées non, ce n'était pas vraiment des huiles essentielles issues de la distillation, c'était des extraits de plantes. Donc, on avait de la cannelle, du cou de girofle, etc., qui conservaient les corps. Donc, les huiles essentielles, elles sont eubiotiques, elles protègent la vie. C'est vraiment ce qu'elles font, quoi. Elles protègent la vie chez les plantes qui les produisent et chez nous aussi. Chez les organismes vivants, en fait. C'est vrai qu'on les garde et on les utilise plus pour l'olfaction. Tu peux les utiliser pour l'olfaction, mais ça dépend vraiment. Si c'est vraiment une huile essentielle comme le santal, tu pourras la garder 10, 20 ans, 30 ans. Elle ne va pas bouger. Vraiment, ce sont des huiles. Le santal, c'est un fixateur de parfum, ou le patchouli ou le vétiver. Après, si c'est une essence d'agrumes, là, il se peut qu'il y ait quand même une altération au niveau olfactif. Donc là, oui, tu pourras l'utiliser peut-être plus pour la diffusion, pour des choses comme ça. Mais d'ailleurs, les essences d'agrumes comme les hydrolats se conservent au frigo, en général. Ah, intéressant. Parce qu'on parle beaucoup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des huiles essentielles, mais l'aromathérapie, il y a plusieurs produits en aromathérapie. Et il y a les hydrolats, justement, qu'on n'utilisait pas forcément avant, qui étaient considérés comme des sous-produits de la distillation. Parce que l'hydrolat, c'est ce qui reste dans la cuve, en fait, quand on distille avec de l'eau. Donc, c'est la partie aqueuse qui reste, qui est en dessous, et l'huile essentielle surnage, on récupère l'huile essentielle. Et avant, on considérait ça comme un sous-produit, c'était un peu la poubelle, ça partait à la poubelle. Et aujourd'hui, on sait que les hydrolats ont vraiment un grand intérêt thérapeutique parce qu'ils contiennent des molécules aromatiques. Bon, certes, ils en ont très peu, en général moins de 5%, mais c'est une alternative vraiment très douce aux huiles essentielles. Donc, on peut tout à fait se soigner simplement en hydrolathérapie. Est-ce que c'est les mêmes propriétés que les huiles essentielles, ou du fait que ce soit en hydrolat, les propriétés vont quand même changer? Alors, ce n'est pas qu'une question de dosage, mais est-ce qu'elles ont les mêmes actions énergétiques et thérapeutiques? Alors, au niveau énergétique, oui, ce seront les mêmes actions, c'est la vibration de la plante. Au niveau thérapeutique, au niveau scientifique, on va dire, on n'a pas forcément les mêmes molécules, mais il y a quand même la plupart des molécules qui se retrouvent dans l'hydrolat. Donc, on pourra les utiliser à la place de l'huile essentielle. Tout à fait. Et c'est vraiment, comme c'est plus nouveau d'utilisation, on pourra les utiliser chez les femmes enceintes, chez les enfants, chez les personnes qui sont sensibles, par exemple, qui ont déjà qui prennent beaucoup de médicaments, par exemple. Quand on ne se sent pas à l'aise pour conseiller les huiles essentielles, on peut conseiller les hydrolats. C'est beaucoup plus sécuritaire, en réalité. Et on peut faire énormément de choses avec les hydrolats. Est-ce que ça peut être bien, par exemple, d'avoir un hydrolat, nos hydrolats au réfrigérateur, bon, pour les stocker, pour que la qualité reste présente, et tous les matins, d'aller dans sa cuisine et d'ouvrir le frigo, non pas pour trouver quelque chose à manger, mais pour récupérer son hydrolat frais, se le diffuser sur le visage pour faire un petit coup de fraîcheur qui nous réveille et qui amène une odeur, une sensation agréable. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement et qui est OK? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, quand tu vas pulvériser l'hydrolat, ce sera plus genre un spray aurique, si tu veux, qui va agir vraiment au niveau subtil. Bon, ça va agir au niveau de la peau, du visage, mais tout à fait. Et là, tu vas te baser sur ton intuition pour choisir ton hydrolat. C'est tout à fait possible. Mais vraiment, le grand intérêt pour moi des hydrolats, c'est justement la voie interne. Okay. C'est les cures d'hydrolat. Donc là, on parlait de l'aromathérapie de l'hiver. Et c'est assez facile, par exemple, si tu veux travailler au niveau du système immunitaire. Donc, on a parlé de l'olfaction. Mais en hydrolathérapie, tu pourras faire des cures d'hydrolat, par exemple, de Ravinsara, de Titri, par voie interne. Donc, des cures, en général, on fait 3 semaines, parfois 40 jours aussi, à raison d'une cuillerée à soupe d'hydrolat dans 1 litre d'eau à boire dans la journée. Donc, tu prends ça tous les jours et ça va travailler ton système immunitaire, ça va renforcer le système immunitaire. Donc, ça va faire plutôt un petit peu avant quand même la saison froide, juste à la fin de l'automne, par exemple. Ah, mais c'est super, notamment, ça me permet de faire un lien supplémentaire
quand on choisit, en fait, tu sais, par rapport à la qualité de l'eau, on a un petit peu le choix entre la peste et le choléra parce que l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, bon, il y a plein de choses à redire. C'est ça. Si on utilise par exemple de l'eau distillée, en fait, c'est une eau qui est morte finalement, mais au moins elle n'a pas les résidus secs, elle n'a pas les pesticides, les médicaments, elle n'a pas le calcaire, mais il faut redonner une information. En général, on dit qu'on peut mettre soit un petit peu de citron dedans, qu'on peut mettre un peu d'eau de mer, de plasma de Quinton, juste pour lui redonner une information, mais l'hydrolat, c'en est une d'information. Ah, mais complètement, Ça veut dire qu'en complètement. fait, L'hydrolat, c'est de on l'eau peut avoir informatisée. mais oui, donc en fait, on peut Tout à très bien, fait. plutôt que de mettre du Quinton ou autre, on peut très bien rajouter de l'hydrolat dans son eau du distillateur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui utilisent l'eau avec distillation. Bah, du coup, ça peut être une alternative supplémentaire pour informer l'eau. Mais dans ce cas-là, comme c'est aussi thérapeutique, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire trop longtemps, c'est ça? Ou il faut changer de Il plan? vaut mieux changer. De toute façon, c'est jamais bien de rester sur la même huile essentielle, même hydrolat, et c'est bien de changer aussi de toute façon. Mais en hydrolathérapie, c'est vraiment des cures de minimum 3 semaines qu'on fait. Tu peux très bien faire ta cure détox en automne, par exemple, juste avec des hydrolats. C'est ça qui est Oui. génial. Donc, tu vas boire ton hydrolat de romarin verbenone pendant 3 semaines et voilà, ça va agir au niveau du foie tout doucement, mais d'une façon profonde en fait. Ça, c'est génial. Sans compter que c'est vachement bon. Si tu prends un hydrolat Expérimenter. de bleuet ou de géranium, de rose, c'est délicieux. Donc, on peut les boire comme ça en hydrolathérapie. On peut les inclure aussi dans, je sais pas, dans des desserts, des choses comme ça. L'hydrolat, c'est vraiment, par voie orale, il y a beaucoup de possibilités. Ah, c'est trop bien ça. Mm. Ça me donne vraiment envie de tester les cures en interne. Alors, une cuillère à soupe, et on ne pourrait pas le boire comme ça direct. C'est mieux de le diluer dans l'eau, 1 litre Tu d'eau. peux, mais c'est un peu fort quand même. La posologie, on appelle ça, oui, la posologie, c'est une cuillère à soupe par jour en fait. Ou Oui, alors une cuillère à café par verre d'eau, jusqu'à 4 cuillères à café par jour d'hydrolat. Voilà. ok. Après, tu ne vas pas avoir une intoxication parce que tu bois une bouteille d'hydrolat dans la journée, c'est sûr. Mais bon, comme on agit au niveau Pas subtil, utile voilà. déjà, et c'est pas utile. Et puis, c'est dommage d'abîmer un peu le message subtil de la plante en C'est en ça. consommant des litres, quoi. De toute façon, quand tu travailles en énergétique, que tu prennes une cuillère à café, que tu en prennes 4, tu auras le même résultat. Oui, oui, Ce parce que qui c'est compte, c'est vraiment la fréquence d'utilisation. C'est ouais. pas en aromathérapie, c'est vraiment la fréquence, c'est la réitération des prises qui compte. C'est pas du tout la dose. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de prendre de boire une bouteille d'hydrolat de romarin verbenone pour avoir un effet rapide. Il faut réitérer en fait la prise. Voilà. Carrément, bah, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé tous de pouvoir voir qu'en fait, avec les huiles essentielles, avec l'aromathérapie, on peut faire beaucoup de choses. Laurence, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut te retrouver sur ton site déjà qui est www.divinakilé.fr. Tu es présente également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, toujours avec le pseudonyme Divine Aquilée. Mhm. Tu reçois dans ton cabinet à Groslay, c'est ça? Oui, à Grouillé? Groyer, on Oui, prononce dans Groyer, le Tarn, tout c'est à dans le fait. Tarn. Donc ça, c'est pour les consultations qui sont en présentiel. Je crois que tu fais des stages aussi en présentiel, même Mhm. des stages d'énergétique, de Reiki. Tu as des propositions aussi de formation en e-learning. Donc, on peut te retrouver aussi dans les formations en e-learning. C'est quoi les formations que tu as proposées? Alors, pour l'instant, c'est une formation d'aromathérapie énergétique essentielle, c'est-à-dire que Mhm. c'est vraiment la base pour bien débuter en aromathérapie énergétique. Donc, la formation que j'ai lancée d'ailleurs ce mois-ci, donc là, j'enseigne les bases de l'aromathérapie énergétique avec la trousse énergétique basique familiale et aussi l'harmonisation des chakras par les huiles essentielles. Voilà. Ça, c'est Donc, il y aura d'autres modules qui vont venir après parce que c'est une formation qui est bien complète. Donc, je vais parler du féminin, je vais parler des saisons dans la médecine chinoise, je vais parler des maladies chroniques, de pas mal de sujets bien complets. Effectivement. Et les programmes de méditation qui sont j'ai toujours un ou deux programmes de méditation olfactive en cours. Donc là, au mois de novembre, je vais débuter un programme qui s'appelle Transition de 6 méditations olfactives pour effectuer la transition vers la période sombre de l'année. Voilà.
Trop bien. Et au début de l'année prochaine, je pense que je vais relancer mes 2 autres programmes de méditation olfactive qui sont Renaissance et Alchimie. Renaissance. Voilà, Renaissance, c'est la renaissance avec le nez grâce aux arômes. Tout à fait. C'est bien trouvé. Bon, ben, génial. Ben, merci beaucoup, Laurence. Merci pour tous nos échanges. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tout le monde aura pris plaisir, voilà, avec ce partage que tu as pu nous faire. Ben, nous, on va se retrouver dans les couloirs de Vitali, enfin dans les couloirs de Vitali. On se retrouve, nous, dans nos réunions. Euh, et vous tous, eh ben, quand est-ce qu'on se retrouve, nous tous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on est là. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés. Merci pour vos nombreux messages. Et si vous êtes intéressés pour vous former à la naturopathie, vous savez que nous avons notre prochaine rentrée qui sera au mois de février. Donc, février 2023, c'est la nouvelle rentrée. Si vous voulez vous former à la naturopathie hygiéniste avec l'approche aussi subtile, parce que vous pourrez retrouver Laurence en formatrice qui transmet justement tout le côté subtil des plantes. Donc, si c'est un projet pour vous de vous former, vous savez que vous avez la possibilité, vous pouvez nous contacter chez Vitali Formation. Eh bien, une bise à tout le monde. Merci Julien, merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.